Tu as dit tout à l'heure deux choses. Toutes les forces syriennes ne suffiront pas et la Ligue arabe est arrivée à un maximum. La question c'était, est-ce que tu appelles à la communauté internationale à une intervention militaire comme en Libye, avec les risques que ça a causé en Libye et les risques que ça peut engendrer dans cette région du monde. Voilà. Bonsoir, Fadel Mohamed, journaliste indépendant. Deux questions. La première, vous avez évoqué tout à l'heure les opposants historiques qui sont restés en Syrie, tels que Michel Kilo, Arab Dalila. Je veux savoir quelle est la nature de vos relations avec ces opposants. Je précise qu'ils ne sont pas fermés au dialogue avec le régime. La deuxième question, j'aurais pu la poser à Thomas Draghiou, mais il n'est pas là. J'ai cru comprendre qu'il a été reçu la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, à Moscou. Je ne sais pas si vous étiez vous-même membre de la délégation qui s'est rendue là-bas. J'aurais voulu savoir qui vous avez rencontré et qu'est-ce qui a pu se dire dans vos échanges avec peut-être le ministère des Affaires étrangères russe. Voilà. Je m'appelle Taner Mallah, je suis libanais de grand-mère syrienne. D'abord, merci pour tout votre travail et tout l'espoir que vous nous donnez. J'ai deux questions assez simples. La première, je la pose en tant que Libanais. Donc, qu'est-ce que le CNS ou le prochain gouvernement transitoire suite à la chute de Bachar el-Assad souhaite faire pour, dans l'éventualité d'une dégénération de la situation intérieure, malheureusement les quelques factions qui soutiennent toujours le régime, en cas de dégénération, qu'est-ce que vous souhaitez faire pour stabiliser le Liban tout en maintenant sa souveraineté? Et ma deuxième question concerne plutôt la communication du Conseil national syrien. Comment améliorer la communication du Conseil national syrien qui aujourd'hui est de manière assez excellente au niveau arabe, mais qui quand même peine à se faire entendre à l'étranger, notamment avec les articles assez hallucinants de certains journaux français qui préfèrent faire des entretiens avec des gens comme Abdel Halim Khattam ou Rifat al-Assad, et non avec des personnes comme vous ou d'autres membres du Conseil ou du secrétariat général. Merci. Vous avez évoqué le rôle de travail des Syriens. Nous avions besoin, c'est vrai, du soutien arabe. Et je dirais, ce n'est pas en termes de... Nous avons essayé les Arabes, ça n'a pas marché, nous allons aller voir au-delà. C'est plutôt une petite roue qui est syrienne, c'est le Conseil, accompagnée d'une roue un peu plus grande qui est arabe et qui sera accompagnée de la grande roue internationale. Et il est très important pour nous d'avancer dans un cadre arabe, à l'intérieur de cette mécanique qui est arabe. Nous pouvons aller vers un vote au Conseil de sécurité. Les instruments que les Nations Unies ont à leur disposition sont multiples, ils sont plus importants que ce que la Ligue arabe peut faire. Nous pensons qu'il n'y a pas une seule réponse à cette crise, il y a une pression internationale importante. Nous espérons que les sanctions feront leur effet. Elles affectent un peu la population. Elles sont relativement bien conçues pour affecter le pouvoir et minimiser les effets sur la population. Il est possible de renforcer encore ces sanctions et elles ont un impact très important. C'est donc par l'asphyxie financière du régime, c'est par les sanctions économiques, c'est par l'isolement diplomatique, et c'est ensuite, diplomatique arabe et international, il était indispensable que l'isolement arabe se produise. Il est loin d'être total. La Ligue arabe peut encore faire davantage pour isoler ce régime. L'objectif est de faire parvenir le message. Ce pouvoir doit changer. Cette famille qui gouverne la Syrie depuis 40 et quelques années doit laisser ce pays à un régime démocratique. C'est ce que veut, ce que souhaite ce peuple. Ce message doit parvenir de tous les côtés.
Il doit parvenir de la part des Syriens, bien sûr, comme ils le font en payant le prix du sang qu'ils payent. Il doit parvenir maintenant de plus en plus fort de la part des pays arabes. Ce pouvoir a perdu sa légitimité. Est-ce que le président lui-même, son entourage, des éléments du pouvoir plus raisonnables et plus lucides, si les premiers ne voient pas clairement qu'il n'y a plus d'autres, il n'y a pas d'alternative à un départ, que des voix se multiplient à l'intérieur du système politique syrien pour dire c'est la fin, il faut passer la main, il faut s'en aller. Et cette pression internationale, cette pression arabe, puis cette pression internationale sont des facteurs qui, on l'espère, parviendront à convaincre le régime de partir. Je vais faire allusion à une chose qui est importante, c'est que la Syrie a cette spécificité que nous n'avons pas eu une révolution rapide. Dans les autres pays, il n'y a pas eu besoin, il n'y a pas eu le temps de penser la formule politique. La Tunisie est sortie de l'autoritarisme en 3 semaines. L'Égypte également. C'est la mobilisation des jeunes dans la rue, les organisations des droits de l'homme pour dénoncer les violations. Les médias ont couvert l'événement, donc ont donné un large écho. Le pouvoir a été délégitimé et le voilà qui tombe en quelques jours. Cette mécanique a laissé l'Égypte et la Tunisie sans formule politique. Il a fallu la concevoir après la chute du régime. Nous sommes dans une situation plus complexe. Nous sommes amenés à penser à la fois la lutte contre le régime et la formule politique d'avenir. Et la mettre en place pendant que nous faisons face à la répression. Je ne fais pas face à la répression, j'ai honte de dire nous faisons face, je suis dehors, mais je porte le message autant que je peux avec ceux avec qui je travaille. Nous portons ce message qui est de penser maintenant la formule politique et d'essayer de montrer que nous avons une vision d'avenir qui permettra de porter ce pays, d'opérer une transition sans effondrement et sans chaos, et de prendre en compte tous les éléments qui peuvent déraper. Alors je prends une autre question qui est liée à celle-là. Tout à l'heure, je crois que c'est Tamer qui posait la question, qu'adviendra-t-il du Liban et si, au moment où se décompose le régime, je crois que nous allons passer une phase de grand danger, tous ensemble, parce que nous avons un sort commun, plus lié que l'un à l'autre que peut-être ne le souhaitent les Libanais, mais de facto nous avons un sort commun pendant cette période, au moins, avant que nous établissions des relations plus normales entre les deux pays. Nous allons traverser cette période de danger ensemble. Le but est que pendant que ce régime est délégitimé, perd toute sa légitimité et son soutien, il faut que plus rapidement encore, l'opposition syrienne se montre comme capable de se présenter comme une alternative. D'où le besoin d'avoir des rangs unifiés. On n'a jamais demandé à une opposition d'être unifiée à 100%, c'est pourtant ce qu'on nous demande. Alors, ils ont tout ce que nous pouvons pour que nous ayons une opposition unifiée à 100%. Quelqu'un me faisait remarquer l'autre jour, il y a même la résistance française, il y avait le général de Gaulle, il y avait aussi Giraud, de l'autre côté. Nous n'avions pas une résistance unifiée. Et enfin voilà, nous devons être un acteur politique sans faille, avec une vision de l'avenir, et c'est cette crédibilité, ou cette crédibilité et cette représentativité que nous devons construire le plus largement possible. Je réponds à la question au passage qui est les personnalités que vous avez mentionnées, Michel Kilo, Alec Dalila, il y en a d'autres qui ne sont pas encore dans le conseil. Je crois que c'est l'histoire de ce conseil un peu. C'est qu'il est parti du mouvement de la révolte dans la rue. Et il a ensuite encadré ce mouvement par des jeunes qui le représentaient, mais aussi par des personnes indépendantes. Les mouvements politiques sont venus après, les personnalités indépendantes sont invitées à s'y joindre. Si nous arrivons à
parfaire cette formation, cette organisation. Ces personnalités choisiront de rentrer ou de ne pas rentrer. Après, c'est un choix personnel, bien sûr. Je crois que toute formation politique aujourd'hui qui préconisait il y a encore quelques jours ou quelques semaines le dialogue avec le pouvoir a vu se fermer cette option, parce que le pouvoir lui-même l'a fermée. La médiation arabe nous a permis de faire le tri, si vous voulez. Ceux qui croyaient encore à un dialogue ont perdu toute confiance dans le dialogue aujourd'hui, et les pays arabes qui soutenaient encore le régime ont cessé de soutenir. La décision de la Ligue arabe, c'est exactement cela. C'est que ces régimes ne peuvent plus, ces différents pays qui soutenaient encore le régime syrien, ne peuvent plus le soutenir. Nous espérons que ça ira au-delà, que ça ira jusqu'à la Russie et jusqu'à la Chine. Ce qui m'amène à répondre à la question sur la Russie. Il y a eu une visite à Moscou, la visite était chez le ministre lui-même, puis son adjoint, mais le ministre lui-même, Sergei Lavrov. J'ai dû moi-même, en dernière minute, annuler mon voyage parce que j'ai préféré aller au Caire, en raison de ce qui s'y passe à la Ligue. C'est donc Bernard Maglioun et deux autres collègues qui étaient à Moscou. Le discours russe est un discours qui n'est pas très encourageant pour l'instant. Il est crispé, il n'est pas hostile à l'opposition, mais il est davantage hostile à la gestion par les pays occidentaux et la mise en avant d'un mode de gestion à la fois médiatique, politique, diplomatique, qui est celui des pays occidentaux. C'est donc, nous, opposition syrienne, nous sommes victimes d'une seule qui est les composantes sont liées, c'est le précédent libyen. Les Russes considèrent qu'ils ont été floués par les Occidentaux et qu'ils ne se feront pas avoir une deuxième fois. Il est vrai que le scénario libyen pèse très très lourd et nous fait beaucoup de tort. C'est pourquoi ce discours sur la zone d'interdiction aérienne et l'intervention militaire, c'est quelque chose que nous avons banni complètement de notre discours parce que nous savons qu'il est contre-productif. Le fait de risquer le pays et paralyser le Conseil de sécurité. Donc on n'utilise surtout pas ces termes-là parce qu'ils ne nous rendent pas service. Il est clair que les Russes ont un ressentiment contre les pays occidentaux, à la fois à cause de la Libye, mais à cause d'un certain nombre d'autres dossiers, bien sûr, qui dépassent de loin la question syrienne. C'est pourquoi notre message revenant de Moscou, c'est de dire aux Occidentaux, aux Européens, aux Américains, écoutez, parlez vous-même aux Russes, c'est aux Américains de parler aux Russes plus que quiconque. Nous, opposition syrienne, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous pouvons les rassurer sur le fait que nous voulons des relations convenables, voire stratégiques à l'avenir avec la Russie, que nous n'avons jamais dénoncé un rôle russe négatif sur un plan stratégique. Au contraire, l'équilibre dans les relations avec la Russie nous permet une plus grande indépendance vis-à-vis des pays occidentaux, et ceci fait partie de l'histoire de la Syrie. Bref, tout cela nous pouvons le dire, mais nous ne pouvons pas aller très loin, nous ne pouvons pas aller au-delà, c'est donc aux Occidentaux de rassurer les Russes. Il me reste deux questions, l'une qui portait sur la sécurité nationale et la question du sionisme. Le Conseil national a tout naturellement mis dans son programme la Syrie, la révolution syrienne et la nouvelle Syrie défendra la cause palestinienne par tous les moyens légitimes puisque ça fait partie complètement du consensus syrien et même de la conscience nationale syrienne. Sur ce dossier, il n'y a pas d'ambiguïté. Si nous devions être interrogés sur ce que la vision de la paix ou non avec Israël, moi je dirais très simplement, le prix de la paix avec Israël est fixe, c'est le retour du Golan. Peut-être est-ce le seul
le seul facteur ou la seule position que nous pouvons dire, ce qui sera un peu dans la continuité de la politique syrienne depuis toujours. Le débat a été perdu avant l'arrivée de la famille Assad. Nous continuons à voir le retour du colloque. Voilà, il était ministre de la Défense. On ne va pas revenir. Les gens ont payé une dizaine d'années de prison pour avoir constaté qu'il était ministre de la Défense. Enfin, les médias français, mais il faut les interroger, ils sont là. Effectivement, on s'étonne un peu de la place faite à M. Fattah, aux déclarations de M. Rafat El-Assad, etc. Nous interrogeons nos interlocuteurs en disant que pour vous, c'est des gens qui ont une crédibilité. Alors, ce n'est pas nos interlocuteurs occidentaux que nous interrogeons, c'est les interlocuteurs arabes, parce que nous avons bien sûr le souci de nous assurer qu'il n'y a pas une carte quelconque, une carte surprise que tel ou tel pays arabe chercherait à jouer en pensant qu'enlever un dictateur pour être un collaborateur de dictateur, c'est peut-être plus sûr que la démocratie et le désordre qu'elle amène. On nous assure partout qu'il n'est absolument pas question de parler à ces gens-là, ni à l'un ni à l'autre. Ils ont parfaitement conscience que ces gens-là ne représentent rien sur le terrain, qu'ils sont rejetés par le mouvement de la rue et par l'opinion publique et qui n'ont donc aucun avenir. C'est tout ce que je peux dire. Si les médias choisissent de leur faire une place, ma foi, c'est aux médias qu'il faut poser la question.